Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 5, épisode 4, top 100, 70 à 61. JF et Simon au micro. Hello, hello! Hey JF, ça va? Ben oui. Oh. Gros épisode, grosse saison. Grosse saison, gros concept, 300 jeux, 10 épisodes, une journée, une saison. Une journée. Ouais, c'est ça. Donc là, on est épisode 4, on est encore frais, étonnamment. Hein? On est encore bien. Un peu en délire, mais encore frais. C'est ça, il est quoi? Il est 3h30 de l'après-midi à peu près. Là, je me demande à quel moment les gens ils vont commencer à pas croire qu'on le fait pour de vrai d'une shot. Mais là, je sais pas, tu sais, parce que vous remarquez pas, parce que vous êtes à la radio, mais on change de vêtements. Mais ça, c'est juste pour avoir de l'air plus professionnel, comme ils font à la télé, là. Donc, on change de vêtements, mais c'est pas parce qu'on a changé de journée, c'est juste parce qu'on veut avoir de l'air plus professionnel. Et être plus propre. Plus propre, c'est ça, exact, parce que là, on sue après chaque épisode, vous comprenez. Donc, avant toute chose, avant de se lancer là, dans le top 70 à 61, on va parler d'un projet là, qui nous passionne beaucoup, et c'est un projet, d'ailleurs, à laquelle on est fortement rattaché. Comme vous savez, on est impliqué avec l'OBNL qui s'appelle Ludo Québec, qui a comme mandat là, de faire découvrir la richesse du jeu au grand public en représentant l'industrie ludique québécoise. Et cette année, une grosse nouveauté, un projet chapeauté par JF. En plus, ça c'est cool, c'est rare qu'on parle de nos propres projets, mais celui-là, il est vraiment excitant. C'est le proto de l'année. Le proto de l'année, le concours. Le concours de proto, le proto de l'année, on va aller essayer de trouver le meilleur proto québécois cette année dans deux catégories. Donc, la catégorie, si on veut, grand public et la catégorie expert. Donc, ça va être un très gros concours. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Vous allez en réentendre parler. C'est quelque chose qu'on essaie de bâtir sur le long terme. Donc là, c'est la première année. Bien entendu, on ne sait pas à quel point ça va être gros cette année. Mais on a l'ambition que ça devienne quelque chose de très connu, quelque chose qui va fonctionner pour les années à venir, puis qui va vraiment permettre à la communauté d'auteurs là, de se rassembler et de se développer. Donc, très hâte de voir ça. Les inscriptions se terminent le 7 septembre 2019. Vous pouvez trouver là, tous les détails. De toute façon, on va en reparler dans quelques minutes, là, mais vous pouvez trouver les détails sur le site de Ludo Québec, ludoquebec.ca, dans la section proto de l'année. Mais JF, avant tout, là, justement, ça part d'où là, l'idée de faire un gros concours de prototypes comme ça? Là? Ben, je pense que ça parle de l'idée du fait que, visiblement, il y a de plus en plus d'auteurs au Québec, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la création de jeux. Plus le médium, plus le jeu de société va être populaire et plus il va y avoir des gens intéressés à faire à créer des jeux. Et je pense que le concours, c'est une bonne façon de s'améliorer, de se donner un peu des deadlines aussi de création. Des fois, quand on crée un jeu, on n'a pas nécessairement un deadline fini, puis on n'est pas sûr que le jeu va se rendre en édition. Et bon, on sait que la majorité des protos, finalement, ne se rendent pas en édition, mais c'est en faisant plusieurs que, finalement, on réussit à percer et à rentrer dans le marché, dans le milieu. Donc, les concours, c'est une bonne première étape pour les auteurs amateurs, débutants, qui veulent se faire connaître et se donner des défis et avoir augmenté ses capacités personnelles. Ça permet aussi d'être plus enclin à voir qu'est-ce qui sort, c'est quoi les jeux qui sont populaires, c'est quoi les jeux que les gens créent aussi de nos jours. Et c'est pour donner plus de visibilité aux auteurs, des concours de proto. Il y a le gros concours à Québec, qui est le Plateau d'Or, qui roule depuis plusieurs années. Et il y a plusieurs petits concours ou événements de prototypes qui peuvent se passer, dont celui à la récréation pendant Montréal Joue, aussi, qui est un plus petit concours, mais qui marche bien. Mais là, nous, on voulait se doter d'un gros concours à Montréal, avec jury, avec beaucoup de participants, avec des prix. On va avoir des commanditaires qui vont donner des prix en argent, mais aussi des prix, des prix pour du coaching pour ces auteurs-là. Donc, parce que oui, avoir
une bourse en argent, c'est intéressant, mais c'est aussi d'aller chercher les conseils de gens du milieu. Puis c'est aussi une bonne façon, justement, de connaître ces gens du milieu-là, de se rapprocher des éditeurs québécois, entre autres, et de se faire connaître du milieu. Donc, en gros, je pense que Montréal, on était dû pour avoir un gros concours avec jury, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on met ça en place puis qu'on est très excités d'en parler aujourd'hui. Oui, ouais, exactement comme tu dis, là, c'est d'ailleurs un des projets qui nous a poussé à aller du côté de Ludo-Québec pour s'impliquer. C'était vraiment une chose qu'on voulait faire depuis longtemps. Je pense que les deux, on est les fans, beaucoup de la création de jeux québécois, de comment est-ce qu'on peut favoriser l'émergence d'une identité à un certain point québécoise ou même juste d'aider les auteurs d'ici à se développer. Donc, le proto de l'année, vous pouvez trouver tous les détails. Jeff a parlé de commandite. Il n'est pas trop tard là, à la date où vous écoutez ça, si vous écoutez ça encore au mois de septembre ou septembre-octobre. Pour devenir commanditaire pour le proto de l'année, on cherche de plus en plus de gros commanditaires. On aimerait ça faire rayonner ce prix-là sur une grande échelle. Donc, vous êtes toujours la bienvenue de contacter là, Ludo Québec à ce sujet-là. Maintenant, on a parlé un peu du concours. Vous pourrez voir tous les règlements en ligne. Il n'y a pas de problème là-dessus. On a un ami, pas un ami, mais un collègue podcasteur et YouTuber, Board Game Québec, qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qu'on trouve qui fait du très bon contenu, a passé l'ensemble des règlements du concours du proto de l'année et a aussi donné des conseils par rapport à ça. J'ai trouvé l'idée vraiment intéressante. Premièrement, merci beaucoup d'avoir publicisé le concours et d'avoir d'avoir lu les règles en direct. Tout ça, c'est vraiment apprécié. Mais on est là justement pour donner peut-être des conseils aux gens. JF, toi, j'imagine, tu ne seras pas jury sur le concours, bien entendu. Tu es l'organisateur, donc il va y avoir un jury. Mais est-ce que tu as des conseils à donner aux gens? Si on peut y aller, peut-être de quelques conseils pour participer à ce concours-là et avoir les meilleures chances possibles. Oui, absolument. Écoute, c'est sûr que dans la façon que le concours est fait, et c'est comme ça qu'ils sont faits aussi en général, mais le premier conseil, c'est d'avoir des bonnes règles. Okay? Parce que c'est comme ça le processus de sélection avant de se rendre au jury. Donc au jury, on va leur remettre 16 jeux au total. Mais évidemment, si on a plus de 16 participations, ce qu'on souhaite fortement, il va falloir qu'il y ait un processus de sélection avant tout. Et avant tout, ça va être avec les règles qu'on va baser ce processus de sélection-là. Oui, on demande aussi de produire une petite vidéo descriptive et tout ça, mais ça reste que c'est les règles les plus importantes. Les règles d'un jeu de société, c'est vraiment une des choses les plus difficiles à faire. Donc, je vous encourage fortement à les écrire. Surtout à aller vous inspirer de règles qui existent déjà, de règles qui existent dans des jeux. Prenez des jeux, des compagnies qui sont safe, safe, je veux dire, qui font ça depuis longtemps. Un jeu comme Queen's Game, comme dans la série des Queen's Game, ou un jeu comme Pandémie, tout ça. Ils ont une structure de règlement qui fait en sorte que c'est tout le temps un peu comme ça que tu dois faire tes règles. Puis c'est ce qu'on s'attend aussi à avoir comme structure dans les règlements. Et donc, de s'inspirer de ce qui existe déjà et de le faire lire et relire à plusieurs personnes. Juste votre propre lecture, ce ne sera pas suffisant. Quand on crée un jeu, on est tellement dedans, on le connaît tellement bien qu'on ne se rend pas compte à quel point des fois ce n'est pas clair pour les gens qui n'ont pas créé le jeu et donc qui ne le connaissent pas. Donc, faire des lectures, même des open box qu'on appelle, là, donc donner le proto à du monde qui n'ont jamais joué, puis être là, mais pas leur parler, puis juste écouter pendant qu'ils lisent les règles, puis qu'ils essaient de les comprendre, puis de voir qu'est-ce qui est compris, qu'est-ce qui est moins bien compris. C'est super important. Puis même qu'eux, ils vont le dire s'ils trouvent que les règles, c'est de la merde, ils vont te le dire, puis tu vas pouvoir au moins cibler qu'est-ce qui est problématique et qu'est-ce qui est à modifier. Mais c'est la première chose qu'on voit, c'est la chose avant de pouvoir avoir l'expérience du jeu, avant de pouvoir le jouer puis le tester, c'est la première expérience du jeu, ça va être la lecture des règles. Donc, c'est important d'avoir des exemples, d'avoir du visuel, d'avoir une bonne structure, une bonne étape, gratification des règles. J'ai vu aussi des gens poster trop de règles, c'est-à-dire que si tu as un jeu qui devrait rentrer en 5 pages puis tu en écris 15 parce que tu veux être sûr que tout est compris, c'est pas nécessairement mieux.
C'est-à-dire qu'il faut quand même être en mesure de bien condenser l'information, donc d'écrire le moins possible, mais qui est le plus relevant, donc qui en dit le plus possible. C'est du gros travail, mais c'est la première étape qui va être assez déterminante à savoir si vous passez dans les prochaines étapes par la suite, là. Très, 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 très bon conseil. Très bon conseil. Effectivement, on oublie souvent que les jeux, c'est que des règles, en fait. Hein. La règle, c'est ce qui donne, c'est ce qui fait le pont entre le joueur et l'auteur de jeu. Un jeu sans des bonnes règles, vous l'avez sûrement vu, et je ne veux pas généraliser, mais avec l'avenue du Kickstarter, en fait, on est de plus en plus exposé à des règles qui ne sont pas claires. Et c'est toujours dommage de jouer à un jeu, puis là, t'es comme, c'est comme ça ou c'est comme ça, je sais pas. Si on le fait comme ça m'avantage moi. Si on le fait comme ça t'avantage toi. Les règles, c'est clé, en fait, c'est le discours de l'auteur. Donc, c'est un peu votre manuscrit, la preuve que ce jeu existe. Donc, oui, mettez beaucoup d'emphase sur les règles. Et quand on parle de mettre l'emphase sur les règles, et ça, c'est une question qui est revenue beaucoup avec les concours de proto. À quel point la qualité du visuel va être évaluée? T'sais, si tes règles, c'est juste du texte imprimé sur du 8,5-11 en noir et blanc avec une photo du jeu, est-ce que c'est problématique? Et selon moi, je dirais que non, en fait. On n'est pas là, c'est pas une vente d'un jeu final, mais bien l'exposition d'un prototype. Par contre, il ne faut pas confondre la qualité du visuel et l'ergonomie générale. Des règles bien écrites, bien structurées vont très bien se transposer visuellement de façon intéressante, alors que si c'est pas bien écrit, si c'est pas bien clair, ça va être difficile de transposer. Donc, il y a le souci quand même de l'ergonomie. Même chose pour le plateau de jeu. C'est pas à cause qu'il n'y a pas des beaux dessins dessus que le jeu va être nécessairement pénalisé pour autant, mais si les éléments, les cases sur lesquelles on met nos jetons, nos pièces et tout ça ne sont pas clairs, ben ça devient problématique. Oui, exactement. Puis un peu dans ce sens-là aussi, ben, comme tu parles du visuel, ben, visuellement, non, c'est pas important, puis il n'y a pas de point qui est donné au visuel du jeu. Par contre, comme tu dis, l'ergonomie et les règles, c'est sûr qu'une des choses qu'on sous-estime, c'est les exemples. Dans le Oui. sens que c'est super important de mettre des exemples parce que une règle, t'as beau la mettre la plus claire possible, puis t'es comme, ben, fais juste à lire, puis tu vas comprendre. Ouais, mais c'est pas tout le temps le cas. Des fois, tu as l'exemple qui te montre la situation que tu viens d'expliquer, puis c'est avec l'exemple que tu vas comprendre. Là, exact. Okay? Puis, dans le fond, si ton exemple demande du visuel, ben mets-en. C'est pas obligé que ça soit beau. Tu as juste besoin de montrer visuellement c'est quoi la manœuvre que tu dois faire ou comment se passe la manœuvre que tu montes. Puis ça n'est pas obligé d'être très, très précis ou d'être super beau visuellement. Tu as juste besoin d'avoir cette iconographie-là pour expliquer de meilleure façon. Donc, faire des exemples de jeux, c'est quand même quelque chose qui est assez important parce qu'au bout du compte, ça valide des règles que tu viens de lire, parce qu'au bout du compte, la seule chose qu'on a pour évaluer le jeu, c'est les règles. Fait que si on comprend mal une règle ou on l'applique mal, ben ça ne sera pas la faute du comité ou des jurys, ça va être la faute de la personne qui aura écrit les règles. Et ça, ben, on ne peut pas rien faire contre ça, malgré tout, malheureusement. Mais en mettant des exemples, je peux au moins valider que l'information que je viens de comprendre, elle soit bonne, puis qu'elle soit conforme à ma compréhension. Exactement. Ben justement, tu parles de ça. Une chose que quand on fait tester nos prototypes, la plupart du temps, vous allez vous retrouver face à un groupe de joueurs, de joueuses, et vous allez leur expliquer le jeu. Et ils vont jouer. Et pendant qu'ils jouent, ils vont avoir des questions, vous allez répondre à leurs questions. S'ils font une mauvaise stratégie, vous allez peut-être intervenir, leur dire « Oh, faites attention, si tu fais ça, tu vas avoir des problèmes. » Rappelez-vous que quand votre jeu est testé à l'extérieur, comme dans le cadre d'un concours, comme ça, vous n'êtes pas là pour représenter votre jeu. Donc, votre jeu doit être capable de se représenter lui-même. C'est ça, pas mal. Sinon, on pourrait peut-être enchaîner sur quel genre de jeu est recherché par un concours comme ça. Est-ce qu'il y a des types de jeux qui vont systématiquement mieux réussir que d'autres? Je pense pas. Ce qui est recherché dans les concours de jeux, c'est l'innovation. C'est ça la chose qui est la plus recherchée, dans le sens qu'un jeu de société qui est édité, c'est souvent un jeu qui repousse les limites du jeu, qui innove au niveau des mécaniques et qui ne fait pas juste
nous servir du réchauffé. Donc, des trucs qui ont déjà été vus, qui ont été mélangés ensemble. Oui, la création, c'est beaucoup de prendre, s'inspirer, prendre des mécaniques qui existent, mélanger avec d'autres mécaniques et tout ça. Mais ce côté d'innovation est super important. Comment, si on fait un jeu de rapidité ou un jeu de placement d'ouvriers, comment on peut pousser le médium et pas juste faire un jeu comme tous les autres dans le même genre. Parce que tu as beau faire un jeu de placement d'ouvriers de 3 heures, ben, s'il ressemble à tous les autres et qu'il n'y a rien qui le distingue, qui le différencie, ben, sur le marché, ça va être la même chose, donc tu n'en vendras pas. Donc, si tu n'en vends pas, donc il n'y a pas d'éditeur qui va le prendre. Donc, c'est vraiment l'innovation. On est là pour pousser les limites, pousser la créativité, voir. On cherche, nous, forcément, dans un concours, on veut récompenser le jeu qui a des chances d'être édité. Donc, le jeu qui est le plus innovateur, qui est le plus nouveau, qui amène quelque chose de nouveau sur la table, une expérience. Oui, l'expérience, le plaisir est là, mais on veut aussi voir de la bonne innovation et de la bonne innovation qui est maîtrisée, qui n'est pas juste une gimmick, mais qui a vraiment un but et qui sert le jeu en soi. Là. Oui, ben c'est très bon point. En fait, pour moi, l'innovation, là, elle peut venir de deux endroits. Elle peut venir soit qu'on crée quelque chose qui n'existe pas vraiment, qui est vraiment l'innovation pure, si on veut. Mais l'innovation peut aussi venir de prendre des choses qui existent déjà et de les raffiner, Ouais, de les mettre à jour, de les modifier, de les simplifier, de leur donner si on veut, un angle un peu différent. Donc, ça, c'est vraiment les deux types d'innovation. Et là, mettons, là, on a parlé, on aura la chance d'en reparler dans d'autres épisodes, de toute façon, du concours, là, parce que c'est un sujet vraiment excitant. Mais disons, là, moi, j'ai un proto là, dans mon sous-sol, là, puis là, on est au mois d'août, là, il me reste un mois et demi pour finaliser tout ça. Quelle serait, mettons, une étape clé, là, si je veux augmenter la qualité de mon prototype à dernière minute, là, aller chercher vraiment un petit edge sur les autres concurrents? Bonne question. Ah, OK, ben là, moi, j'avais un peu une réponse en tête là, par rapport à ça. Mais c'est puis c'est quelque chose que j'ai entendu dans un podcast récemment aussi au niveau des prototypes de jeux, c'est la fréquence de tes tests vont déterminer vraiment, pas la qualité de ton jeu, mais la vitesse à laquelle il évolue et qu'il va prendre de la qualité, si on veut. Si tu te regroupes 2 fois par semaine avec les mêmes personnes et que tu testes ton proto systématiquement et qu'à chaque fois tu le mets à jour, il va évoluer très rapidement et il va changer de forme et il va probablement être meilleur après un mois de test qu'il a été pendant, mettons, les 6 derniers mois si tu ne l'as pas vraiment testé. Ouais, ben oui, OK, intéressant, mais aussi de... Ton groupe de test, c'est quand même important, là, dans le sens que ça dépend aussi avec qui tu joues. Moi, je dirais d'aller essayer de chercher des un testeurs. vrai groupe de testeurs. Ouais, là, mais des testeurs qui n'ont pas obligé d'avoir de l'expérience en test de jeu de société, mais au moins qu'il y ait de l'expérience en jeu de société. Ça, il faut que tes testeurs ne soient pas juste des casual gamers qui jouent à des jeux de temps en temps, mais il faut que ça soit du monde qui en joue beaucoup, qui connaissent et qui peuvent te donner les commentaires les plus pertinents, les plus pointus sur ton jeu, parce que ça va être souvent ces commentaires-là qui vont faire le plus avancer ton jeu, alors que d'autres commentaires, tu pourrais avoir plein de commentaires un peu moins pertinents qui ne fera même pas avancer autant qu'avec un commentaire vraiment bien placé. Puis ça, c'est les gens qui jouent beaucoup à des jeux qui peuvent t'en les donner. amener. Fait que tester, oui, la fréquence, forcément, plus tu testes, plus ton jeu a le potentiel d'avancer, mais c'est aussi de tester aussi avec le bon public, là, puis les bonnes personnes. On est vraiment, je pense, encore dans l'étape de tester avec des testeurs. Éventuellement, tester avec un public plus familial ou moins connaisseur, c'est une étape importante du playtest de jeu. Mais pour avoir quelque chose de plus solide, on est vraiment encore là, à cette étape-là de tester avec des experts. Oui, ben tu l'amènes bien. Puis quand tu parles d'experts, pour moi, en fait, les meilleurs groupes de tests et tout ça, ça va être des groupes d'auteurs, en réalité. Oui, forcément. Malheureusement, il n'y en a pas. Il y en a pas beaucoup, puis ils sont durs à trouver des fois. Mais c'est pour ça que je dis vers les joueurs de jeux de société, vers ceux qui en jouent beaucoup. Mais oui, en effet, les auteurs, parce que les auteurs, c'est eux qui sont déjà pris avec ces contraintes et ces problématiques de game design. Donc, ils peuvent te donner des trucs assez rapides ou des trucs qui, une fois que tu le sais, tu ne feras plus cette même erreur-là.
Exact. Et c'est aussi le but d'un concours comme ça, c'est à un certain point d'arriver à créer des groupes qui vont se rencontrer, qui vont se rassembler, qui vont s'aider mutuellement. Juste pour finaliser sur les testeurs, en fait, si votre groupe de testeurs, le jeu auquel ils ont le plus joué, c'est votre prototype, habituellement, c'est pas bon signe. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit quand même régulièrement, en fait, avec des gens qui arrivent avec des prototypes. Ils disent, j'ai testé à peu près une centaine de fois, mais avec mon groupe d'amis qui ne sont pas des joueurs, mais ils ont joué à mon proto 100 fois. Donc ça, c'est pas nécessairement les gens qui vont t'amener les bons conseils pour le développement du jeu. Mais juste au niveau de leur connaissance puis de l'expertise, puis tu vois la différence de commentaires entre la pertinence des commentaires et à quel point les commentaires sont pointus avec des auteurs versus des joueurs plus néophytes. Ouais, d'ailleurs, une des phrases qui m'est toujours restée en tête au niveau des tests de jeu, c'était une phrase de Brian, en fait, un auteur québécois qui gagne vraiment à être connu, puis je pense qu'il va l'être un peu plus dans les prochaines années. Il avait dit moins ton prototype est avancé, plus tes testeurs doivent être raffinés. Mais ça, je trouvais que ça marchait très bien. Oui, c'est ça. Puis, ça fit avec son style. Mais je trouvais que c'était très intelligent puis ça fonctionnait très bien comme concept. All right. Fait que, on aura la chance de revenir pour reparler un petit peu du concours de proto dans d'autres épisodes. En attendant, allez vous inscrire, allez lire les règlements. Si vous êtes auteur, c'est toujours une bonne occasion de créer des liens. En plus, l'inscription vous donne automatiquement droit à un billet pour le salon du jeu qui va se tenir là, en novembre et décembre, fin novembre prochain. Donc, c'est toujours intéressant là, de participer à ce genre d'événement-là. Yes. On est-tu prête? On est là, 70, 61. On continue le top 100. La grosse journée continue. La grosse journée continue. Yes. On approche de l'heure du souper bientôt, mais on va essayer de faire 2 épisodes avant le souper. Donc, on se met en deuxième vitesse, numéro 70. Et sur 70, on retrouve sur BGG, en 70e position, on retrouve le jeu Russian Railroad. Qui est un jeu qui a fait un gros buzz quand c'est sorti en 2013. Un jeu d'ailleurs que je viens d'obtenir dans un échange, mais que je n'ai pas joué encore. Il paraît que c'est très bon, en fait. Oui, c'est très bon. Je te dirais, je pense que j'ai juste une partie à mon actif, donc puis il y a longtemps, donc je ne l'ai pas mis dans mon top. C'est genre de euro. C'est plutôt abstrait comme jeu de train, dans le sens que, contrairement à Steam ou d'autres jeux de train où on fait vraiment. Il n'y a pas de map là, avec ton chemin de fer. On est plus en train de monter des stats de nos usines puis de la portée de nos trains, mais il n'y a pas de map qui nous montre les chemins. Là. C'est plus un petit peu plus abstrait. On est vraiment dans le euro. Dans le style euro là, avec ça, mais c'était bien à mon souvenir. C'est un jeu que si tu l'as maintenant, on va pouvoir se faire des games, ça vaut la peine. Oui, exactement. Mon numéro 70, en fait, et on parlait un peu plus tôt dans d'autres épisodes qu'il y avait les dizaines, il y avait certains groupes de jeux qui se créaient, en fait. Naturellement, dans la liste, il y avait des jeux qui étaient similaires, qui se retrouvaient ensemble. Et je dois dire que de 70 à 61, pour moi, c'est des jeux qui sont très immersifs, où la thématique est vraiment importante, où il y a un aspect d'histoire qui se compte et où... donc, c'est quand même intéressant de voir ça. Mon numéro 70 fit plus ou moins là-dedans, là, mais il est quand même là. Il s'agit de Two Room and a Boom, gros jeu de déduction sociale qui se joue jusqu'à 30 joueurs, 2 équipes, 2 salles. Vraiment, là, une expérience de jeu assez unique. Toutes les fois où on a joué, on s'en rappelle. C'est épique. On joue à 20 joueurs. Tout le monde a des rôles secrets. Tu sais pas qui est dans quelle équipe. Donc, c'est vraiment très, très cool comme jeu. Je ne sais pas à quelle fréquence on va pouvoir jouer, mais toujours des bonnes expériences. Hein. Oui, exact. Ben, tu vois, ça, on est un autre qui a pas fait la coupe pour le 100, mais qui était pas loin. OK. Loin quand même. Pas tant mon genre de jeu, mais Two Room in a Room, pour vrai, c'est chaotique, c'est frénétique, mais c'est nice. Les expériences sont bonnes. Les rôles, les différents rôles, ça crée tellement de situations cocasses. Là, c'est bien fait. Ouais, et bon j'ai joué à ce jeu-là aussi avec des gens qui n'étaient pas des très gros gamers. Et ça a quand même bien fonctionné. Là. C'est toujours le fun parce que tu te déplaces d'une pièce à l'autre. Il y a comme un peu de
on peut dire de live action RPG, là, donc de grandeur nature là-dedans, Ouais, un parce peu, que tu hein. te promènes physiquement dans une pièce. Donc ça, c'est toujours un peu spécial dans un jeu, là. OK, ben moi aussi, hein, dans cette dizaine-là, on est beaucoup dans les jeux, quand même gros jeux de stratégie, je te dirais. OK. Mélange entre euro puis jeux de thématique. Tous des jeux d'au moins 2 heures, pratiquement. Là. Bon, à part quelques-uns, mais quand même assez gamer. Sauf mon numéro 70. Mon numéro 70, qui est le fameux jeu de chat qui joue au volleyball, qui s'appelle Cat Attack. Smash! Cat Attack, il y a un petit jeu japonais, très difficile à trouver. Au Ici. Japon. Je l'ai trouvé au Tu l'as Japon. trouvé au Japon? Ouais, très difficile à trouver ici ou très cher à trouver ici sinon. Qui est très simple. C'est un jeu qui se joue en équipe de 2. Donc, on parle d'un jeu à 2 à 4 joueurs, mais pour vrai, c'est un jeu à 4 joueurs. C'est la forme optimale de ce jeu. Et dans lequel on va avoir des cartes et on va devoir se passer le ballon à gauche, à droite et essayer de faire des smashs et essayer de contrer l'adversaire pour faire des points. C'est un jeu qui, malgré sa simplicité, simule bien le sport, je trouve. Oui. Tu sens quand même l'aspect de volleyball dedans, là. Exact, le fait que tu dois faire des passes avant de pouvoir envoyer, tu as un maximum de passes que tu peux faire, tu as la contrainte des cartes que tu as en main, donc tu peux pas faire n'importe quoi. Le smash, tu dois être dans une position spécifique pour faire le smash, tu peux pas juste smasher comme ça. Donc, très simple, très basique, mais j'ai tellement eu de plaisir avec ce jeu-là. C'est tellement Tout le petit fun. jeu de cartes, vraiment sympathique. tellement en solide, fait, là. tu sais, Ouais, puis c'est puis beau, c'est cute. Encore une fois, les jeux de sport, il n'y en a pas beaucoup. Je suis quand même fan de jeux de sport, de bons jeux de sport, tu sais. Puis ça, c'est léger, mais c'est un jeu que je sortirais n'importe quand en criant Smash! Effectivement, tu vois, je regrette pratiquement qu'il ne soit pas dans mon top Il est 100. pas dans ton là. top! Il est pas dans mon top et je dois dire, je sais pas comment ça, il est pas dedans. Il s'est faufilé, là. Ouais, c'est le genre de jeu facile à oublier parce qu'il est un peu. Il doit pas être. Il doit être loin classé sur BGG. Exactement, on le voit pas souvent. Là, puis, mais moi, c'est un jeu que j'adore. Là, ouais. Bon choix, très très bon choix. Numéro 69. Et sur BGG, encore une fois, le numéro 69, on va passer très vite dessus parce qu'on va y revenir. Il s'agit de Sherlock Holmes, détective conseil. Donc, on en a déjà parlé souvent, on va y revenir. Mon numéro 69, et comme je vous dis, on reste dans les côtés immersifs, narratifs et tout ça, c'est le jeu Untold. Untold de Rory O'Connor, des Rory Story Cube. Fiasco ouvrait la porte à ça. Là, Fiasco ouvrait la porte au jeu narratif, et là, on est avec Untold, qui est un jeu, encore une fois, dans lequel on va incarner des personnages d'une série télé. Une série télé là, principalement d'aventure, quoique il n'y a pas de thématique prédéfinie vraiment, là, mais d'aventure au sens général du terme. J'adore le système, j'adore le jeu. Le jeu est magnifique, il est simple. Un jeu de rôle, mais sans GM, où tout le monde va avoir la chance de raconter l'histoire à son tour. Beau système de résolution, d'action sans les dés. Même si on a des dés, on va les utiliser pour autre chose. C'est des dés, c'est les dés de Story Cube. Donc, c'est des dés avec des symboles spéciaux dessus. On va les utiliser. Encore une fois, pour moi, la seule problématique de ce jeu-là, c'est qu'il n'est pas assez poussé. En fait, on aurait pu pousser encore plus loin l'utilisation puis tout ça. Et il est peut-être un petit peu compliqué, mais ce qu'on peut créer avec ça, super intéressant. Untold, vraiment, ça vaut le détour si vous êtes un fan de jeux de rôle. Ouais, c'est un beau jeu. C'est intéressant. Même moi qui. D'ailleurs, tout JF qui n'est pas tant ça, on a joué 2 parties de suite. Ouais. Ouais, ça donne envie. Ça donne envie. Un système quand même qui te prend la main, qui te guide puis qui t'aide à passer au travers les différentes étapes. Mais c'est clean. Mon numéro 69, et c'est le jeu Mystique Terra Mystica, sorti en 2012. Donc, on est dans le Heavy Euro, jeu qui aurait pu... On pourrait dire qui a inspiré Scythe d'une certaine façon, avec cette mécanique de plateau, avec des pions sur un plateau qu'on va placer sur le plateau, et à chaque fois qu'on va prendre un pion de notre plateau personnel vers le plateau central, ben, ça va nous libérer soit une action, soit un pouvoir de plus, ou soit de l'argent, bon, ainsi de suite. Donc, on a intérêt à peupler notre
la planète, si on veut. Et en gros, ben, c'est un jeu de terraforming aussi, il faut dire. Là. On est vraiment là en train de terraformer la map, la planète, pour qu'on puisse s'installer, qu'on soit dans des zones de territoire qui marchent avec notre type de personnage, parce que chaque joueur a un personnage qui a un pouvoir qui est vraiment fort, ou du moins qui détermine beaucoup la stratégie de la faction. Donc, quand même dans le gros heavy euro 2 à 3 heures. C'est un classique. C'est un classique que je n'ai pas joué beaucoup les dernières années. J'ai quand même eu la chance d'y jouer encore à quelques occasions. Je pense que c'est un jeu qui, si tu y joues beaucoup, à mon avis, plus tu y joues, plus tu as de l'intérêt à jouer, à connaître les factions, les synergies, les stratégies. Donc, peut-être pour ça retrouve un petit peu plus bas. Je pense qu'il peut-être commence à être un petit peu... 2012, c'est pas si peu, mais commence avec Scythe, tout ça qui... Mais il y a aussi de Gaia Project qui est sorti, qui est comme pas mal la réimplémentation de Terra Mystica. Exact, que j'ai pas essayé d'ailleurs, donc je peux pas juger la différence. Mais Terra Mystica reste encore un bon euro assez massif, assez intéressant. C'est Terra Mystica. Et en fait, si je me fie, mettons, à mes notes BGG que j'ai données quand j'ai joué au jeu, Terra Mystica était dans mon top 20. Ouais, c'est quand il est sorti, clairement, il était dans nos top. J'ai dû malheureusement le retirer de mon top 100 parce que je t'as pas joué assez. Je me souvenais pas assez du jeu, mais je me rappelle que j'avais vraiment trippé et que j'ai bien hâte d'essayer le de Gaia Project, qui est un peu la suite non officielle. Numéro 68. Et là, c'est controversé sur BGG pour moi. Numéro 68, c'est le jeu Troyes ou 3. Je ne sais pas comment les gens le prononcent. C'est 3ES. Sorti en 2010, qui est un genre de worker placement, mais avec beaucoup de dés. Beaucoup de hasard. Beaucoup de hasard. Moi, qui est un jeu qui est pour moi très compliqué et que je n'ai jamais aimé. 3, j'ai eu beaucoup de misère à jouer dans ma vie à ce jeu-là. J'ai joué une fois et je n'ai pas l'intention d'y rejouer. Non, c'est ça. Donc, 68, il est là. Trop d'hasard aussi. Trop d'hasard pour ce genre de jeu. Hein. Ça m'étonne qu'il soit si haut. En fait, je suis un peu perplexe. Surtout l'année 2010, qui sont encore dans le top 70, mettons. Oui, c'est quand même étonnant. Il doit y avoir une communauté. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment fans de ce jeu-là. Donc, ça doit l'aider à résister quand même à l'épreuve du temps. Pour moi, on continue dans la même lancée. Numéro 68, on y va avec le jeu narratif de dessin Quiet Year, The Quiet Year, l'année tranquille. Un jeu qui est print and play, en fait, théoriquement gratuit, 5 millième sur BGG, mais c'est surtout parce qu'il est vraiment pas connu, d'après moi. On va incarner, dans le fond, un village au cours d'une année complète avant l'apocalypse, si on veut, ou après l'apocalypse, ou dans un monde un peu fantastique. Jeu de rôle dans lequel on va dessiner qu'est-ce qui se passe dans notre village. Mais la particularité de ce jeu-là, c'est que nous, on ne joue pas un rôle précis. À chaque tour, tu peux jouer n'importe quoi, n'importe qui du village. Ça peut être une personne, ça peut être un groupe complet. Tu pourrais dire, moi, OK, ben là, les femmes de tel âge font une révolte. Ou ça pourrait être, les enfants s'en vont à l'aventure. Ou telle personne vient d'inventer telle chose. Donc, on va appeler ça un jeu où tu as le God Mode. Là, donc, tu joues le mode Dieu. Tu as accès à n'importe quelle chose que tu veux contrôler dans le village. Tu peux partir des nouveaux projets, résoudre des problématiques. C'est un jeu aussi qui est quand même, il peut être drôle, mais il est assez sérieux. On va explorer des enjeux sociaux dans des petites communautés. Donc, à chaque tour, on va piger une carte qui va nous donner un certain défi à résoudre, comme, disons, les jeunes se rebellent contre quelque chose, contre une forme d'autorité. Qui est cette autorité? Et là, on va être amené à dessiner ça dans le village et créer vraiment l'histoire du village. J'en ai parlé vraiment souvent. Pour moi, c'est un jeu unique, une petite perle là, dans l'univers ludique qui vaut vraiment la peine d'être découverte. Ouais, un jeu spécial. on est dans ton top des jeux spéciaux. Oui, en fait, c'est un peu ça aussi. Ouais. 70, 61, c'est des jeux spéciaux que, théoriquement, là, si tu m'avais demandé Quiet Year là, avant, moi, je t'aurais dit qu'il est dans mon top 20. Là. Ah ouais, Puis, il se retrouve si loin, pas juste parce que c'est quand même un jeu qui va être très, très dépendant de
le groupe avec lequel on va jouer, la configuration qu'on aura, des fois aussi peut-être un peu de hasard dans les circonstances qui vont se créer. C'est avant tout un jeu pour les gens qui sont très axés sur le jeu de rôle. Donc un peu plus loin du jeu de société, un peu moins encadré, un peu moins de règles précises. Donc souvent, on va avoir peut-être un petit frein sur les gens qui sont des très gros joueurs, qui ont besoin des règles très précises, contrairement aux gens qui viennent plus de l'univers des jeux de rôle. Peut-être pour ça qu'ils se retrouvent un peu haut dans la liste. Je comprends. Mon numéro 68, et c'est le jeu sorti en 2015 qu'on pourrait presque qualifier de Eurotrash, qui s'appelle Blood Rage. Ouh! Donc, Blood Rage, gros jeu de Cool Mini or Not, de figurines. On est des genres de vikings qui essayons de prendre les terres, de prendre le contrôle de territoire. C'est un jeu de mélange de draft, contrôle de territoire, point de victoire. Il y a aussi, on a notre faction, nos cartes vont nous permettre d'évoluer cette faction-là, placer des nouvelles figurines en jeu. Et il y a des timings aussi, il y a 3 âges au jeu, et à chaque âge, les territoires peuvent être comptabilisés qu'une seule fois. Donc, il y a aussi des timings à quel moment on va essayer de scorer sur tel territoire et tel territoire. Donc, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu que je pourrais rejouer n'importe quand parce qu'il y a ce côté-là, oui, que c'est un jeu de confrontation dans le sens qu'il y a des combats et tout, mais que c'est pas juste axé là-dessus et aussi tu peux builder ta faction pour vouloir perdre les combats. Dans le sens que dans cette mythologie où le Valhalla est maître, envoyer tes hommes au Valhalla, c'est lucratif. Donc, ça peut être une stratégie aussi de vouloir perdre ces combats pour rapporter plus de points, donc beaucoup de possibilités. Donc, avec cette mécanique de draft qui fait qu'à chaque début de ronde, on va avoir une main, on va sélectionner notre main à tour. À chaque tour, on passe à gauche, donc mécanique classique, et qu'on va essayer de efficacement jouer nos cartes et de faire le plus de points. Beau jeu, moi je l'aime beaucoup. C'est encore un jeu que je pense qui est supérieur à d'autres jeux que Eric Lang a fait plus récemment, sans nommer aucun. Mais Blood Rage pour moi, 68, c'est un incontournable. Je sais que tu es un fan. Blood Rage, pour de vrai, c'est trop pas mon genre de jeu, mais je reconnais que c'est vraiment bien fait dans le genre et c'est surtout pas très long pour un jeu de cette envergure-là. Donc, bon choix. Je suis content que tu aies mis ça là-dedans. Numéro 67. Et du côté de BGG, on a en 67e position le célèbre et la réimplémentation Roll for the Galaxy. Donc, qui est la version D de Race for the Galaxy. Malheureusement, mea culpa, je n'ai pas joué à Roll for the Galaxy, même s'il paraît que c'est très, très bon. Ouais, ben écoute, si j'avais joué plus, il aurait peut-être fait mon top. Parce que il est vraiment bien fait. Belle mécanique, vraiment clean. C'est un jeu que plus tu joues, plus tu maîtrises le système. C'est vraiment solide. Cool. Ben oui, j'ai entendu tellement de bons commentaires. Là, j'ai hâte d'essayer ça. De mon côté, le numéro 67, un jeu un peu peut-être méconnu. Pourtant, quand même, il est dans le top 1000 BGG. Il s'agit du jeu The Pursuit of Happiness. Oh, magnifique. Oh my God. Oh ouais. The Pursuit of Happiness, un worker placement, ma foi, très, très, très classique. Hein? J'aurais de la misère à dire c'est quoi la particularité de ce jeu-là au niveau des mécaniques. Par contre, la force de ce jeu-là, c'est que c'est la thématique. En fait, c'est vraiment, vous connaissez le jeu Destin, Game of Life. On va vraiment aller chercher dans cette thématique-là, donc la vraie vie, et on va l'appliquer à un worker placement. Mécanique très simple, très standard, mais la thématique est extrêmement bien transportée. Donc, on va avoir nos projets. On a même des projets de groupe sur lesquels on peut être ensemble. On a nos relations, on a nos objets, nos collections, nos hobbies, notre travail. Puis c'est encore une fois un jeu très très serré dans lequel on manque toujours un peu de temps, on manque toujours un peu de ressources, on arrive à la fin puis on n'a pas mené la vie qu'on voulait, puis on meurt un peu plus jeune, puis on n'a pas réussi notre projet de devenir maître Yugi, mais c'est très très drôle, très très bon. Tu joues à ça, puis même si c'est un jeu, le worker placement très classique, tout ça, c'est pas si grave si tu perds. Oui, tu veux gagner quand tu joues comme dans la plupart des jeux, mais on dirait que l'histoire que tu crées avec ton personnage est plus grande que la partie.
J'adore ça. Tu as beaucoup de liberté avec comment tu vas bâtir ton personnage. Est-ce que tu vas être un célibataire endurci qui est carriériste? Est-ce que tu vas être quelqu'un qui a juste des petites jobines mais qui réalise des projets? Ou un d'autre qui a une femme puis des maîtresses. Oui, exactement. Tu peux avoir plusieurs relations amoureuses. Bien entendu, ça prend du stress sur ta vie parce que gérer plusieurs relations amoureuses, c'est plus compliqué. Donc, justement, tu peux vivre une vie très intense, mourir plus jeune, mener une vie plus pieuse et faire attention à ta santé, mourir un peu plus tard, mais tu auras investi du temps dans ta santé. Tu commences adolescent, tu bâtis ta vie. Pour de vrai, ça vaut le détour pour moi. Puis il y a une extension qui est sortie qui rajoute beaucoup aussi, qui est l'aspect communautaire. Donc, tu vas pouvoir faire des projets dans la communauté. Très excitant. En fait, tu as des animaux de compagnie même. Puis quand ton animal de compagnie meurt, ben, tu es triste, mais ça te donne des points de vie. Donc, c'est très cool, très drôle. Ça me surprend, je pensais qu'elle allait être plus haut. Plus haut. Ben, moi aussi, j'aurais imaginé, mais en fait, il y a juste trop de bons jeux. Ouais, il y a juste trop de bons jeux. C'est ça l'affaire. Je comprends. Mon numéro 67 est le jeu Pandémie Legacy saison 2. Ah ouais, dans le top 100. Dans le top 100. J'aurais cru qu'il n'aurait pas fait ton top 100. Moi. Je pensais qu'elle allait pas faire le top 100. Moi, au Okay. début, j'étais comme, c'est pas mal sûr qu'elle allait pas faire le top 100. OK. Mais non, il est là. Il est là parce que ça reste que ça reste bon. Ça reste bon. Ça reste que son problème, c'est qu'on le compare au 1. Continuellement. Ouais. Après ça, il faut dire que je pense qu'on est rentré peut-être dans une problématique de jeu. Peut-être dans un genre de bug qui fait en sorte que l'expérience était peut-être moins optimale. OK. Parce que d'autres gens n'ont pas eu ces mêmes problématiques-là. D'autres gens l'ont eu, d'autres gens ne l'ont pas eu. OK, c'était vraiment comme un concours de circonstances. À mon sens, il y a peut-être un bug dans le jeu qui fait que 50% du monde vont avoir peut-être une moins bonne expérience. OK. Mais ça reste bon, ça reste l'exploration de la map est tellement cool, tellement de bons trucs. Mais tu sais, moi, c'est les deux Pandémie Legacy, là, mon rêve, c'est qu'ils font, et ça arrivera jamais probablement, mais qu'ils font la version numérique. Qu'on puisse rejouer, refaire, réessayer des nouveaux personnages, d'autres stratégies. Là, parce que c'est rejouable, mais tu vas pas racheter je vais pas racheter une boîte puis refaire le jeu. Par contre, si tu me donnes en apps, je vais faire genre 15 parties. 15 saisons de suite, juste parce que je veux essayer des différents personnages, des différentes stratégies, d'autres voir peut-être des trucs que j'ai pas vus ma première partie. T'sais. Ça, c'est le genre de truc que si j'avais ça, c'est sûr que si ça existait, c'est sûr que je l'essaierais justement pour essayer de découvrir vraiment le jeu au complet. Donc oui, non, moi aussi, ça a été une surprise, mais écoute, il est là parce que dans les Legacy, c'est encore dans les très bons. L'histoire est différente, mais elle se construit bien. Je pense qu'il y a quelque chose dans l'histoire qui a fait que j'aurais aimé ça qu'elle se construise différemment, mais ça reste que tout est là pour que ça soit bon. Là, très cool. Je suis content d'entendre avec ce regard un peu plus, si on veut, un peu plus de distance sur le jeu. Ouais. Puis c'est vrai, comme tu dis, son plus gros problème, c'est qu'il est comparé à la saison 1, qui est, on s'entend, un des 10 meilleurs jeux de tous les temps, presque toutes catégories confondues. Là. Non, donc, puis on s'entend que ça, c'est mon numéro 67, mais tu peux t'imaginer que le Legacy 1, il est très loin. il est même pas proche du 2. Fait qu'au bout du compte, c'est quand même 60 places, 50 places de différence. Oui, je comprends. On verra ça plus tard. Numéro 66. Et du côté de BGG, en 66e position, on a un classique des jeux de traite et des jeux coop. Il s'agit du jeu Battlestar Galactica. Oh! Magnifique. Moi, je dois avouer que, encore une fois, je n'ai pas pu jouer. Là, moi, j'ai pas eu ma partie de Battlestar Galactica encore. Ça t'en prend une. J'ai pas mon badge. Non. T'as pas ton badge de Silent. C'est sûr que t'as un Silent en plus. Mais je sais pas pourquoi ça m'attire pas tant que ça. Je sais pas pourquoi, en fait. J'ai l'impression que c'est long. Ah ben oui, c'est extrêmement long. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as écouté la série? Non. Ça vaudrait la peine? Ben, dans le fond, c'est sûr que tu as juste besoin d'avoir vu comme la saison 1. Ouais. Mais quand tu as vu la saison 1 puis tu joues au jeu, tu es comme ce personnage-là, son pouvoir est tellement bon parce que ça reflète. Tu sais, dans le fond, c'est tellement bien adapté. Que ça bonifie le jeu. Oui. Là. Puis, t'as pas besoin d'être un gros fan, là, dans le sens, je suis pas un gros fan de Battlestar, j'ai juste écouté la saison 1, la saison 2, mais c'était assez pour que... mais c'est assez pour
que le jeu te parle plus. Parce que tu les connais, tous les personnages sont là, ils ont tous leurs pouvoirs qui fit tellement bien avec leur personnalité. Ok, cool. Puis, en tout cas, fait que c'est ça. Après ça, ben, écoute, c'est le même genre de jeu que Fury, là, of Dracula. C'est un gros jeu, très massif. Il faut que tu joues avec du monde qui connaissent bien ça pour pas être tout le temps dans les des règles. règles. Puis il y a beaucoup de règles, puis il y a plein d'extensions qui rajoutent de la complexité et tout. Mais vraiment le fun, là, beau jeu de trade. C'est vraiment bien fait comment le jeu est fait, puis très thématique. Bon, il date un peu quand même 2008, mais ça reste un bon classique. Ça me surprend pas là, qu'il soit encore dans les top BGG. Non, là. puis il est dans ma liste depuis longtemps, mais à chaque fois, je trouve une excuse pour me défiler. Là, donc, éventuellement, je m'y mettrai. De mon côté, le numéro 66, c'est un jeu de notre chouchou Yves Tourigny. Oh, Et oui. il s'agit bien entendu d'Expedition Northwest Passage, qui est pour moi là, un ovni en fait dans le monde du jeu. Un jeu très, très euro, mais à la fois très narratif aussi, où à chaque partie, on va écrire une histoire qui va être unique, qui va être complètement différente. Tu as une certaine latitude. Juste le fait que tu peux sortir ton traîneau à chien dans la glace de ton bateau, puis que tu partes avec ton traîneau, puis que tu reviennes à ton bateau après. Pour moi, juste ça, c'est une particularité folle. Et encore à ce jour, ça doit être un des jeux, dans le top 5 probablement des jeux le système de construction de cartes est absolument phénoménal, en fait. De placement de tuiles, là, tu veux dire, Mais de là? placement de tuiles, mais comme que tu vas créer une carte avec, Ouais, là, donc de cartographie, là, Ouais. le système de cartographie, comme créer le plateau de jeu, puis tout ça, vraiment unique, pourtant tellement simple, mais il n'y en a pas beaucoup là, qui sont allés aussi loin avec un système de création de cartes. Là. Ouais, ben c'est une des mécaniques du jeu en plus, Oui. qu'il y en a d'autres. Puis, non, c'est un beau jeu avec une mécanique, tu sais, une thématique assez particulière de Ouais. genre de course, aller-retour. Non, c'est cool. C'est cool. Ouais. Comme je dis, il n'a pas fait partie de ma. Mais mon il top était 100, là, il était sur le malheureusement, mais il n'est bord, pas là. loin. Il est pas loin, en effet. Mon numéro 66, on l'a vu un peu plus tôt avec le top BGG, c'est le jeu Dead of Winter, Crossroad Game. Donc, jeu de zombies, jeu de survie surtout, où oui, il y a des zombies qui nous font chier, mais on va surtout essayer de rester en vie, nourrir notre monde, avoir des armes pour se défendre. Des munitions, toutes sortes de choses. On a notre camp de base et on va pouvoir sortir du camp de base pour aller explorer différents lieux, piger des cartes, essayer de rester en vie dans tout ça. Mais parmi nous, il y a possiblement un traître. Qui, son but, c'est qu'on crève tout, j'imagine. Hein, C'est quoi son problème? Pourquoi il y a un traître? Pourquoi C'est il pas veut... un zombie, le traître? Non, là? non, C'est exact. un zombie infiltré, c'est juste un gars qui veut qu'on meure. Il veut juste pas, je veux juste pas qu'on survive, mais lui, il veut survivre. Whatever. Quel cruise! Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr qu'il y en a un. Non, ça c'est une sûr. particularité du jeu, en fait. C'est pas sûr qu'il y a un traître. Exact. Puis quand il y en a pas, ben tu vas quand même accuser plein de monde de l'être. Ouais. Tu sais. Forcément. Expulser une personne de l'abri qui non traite, c'est quand même... C'est violent. c'est violent, mais c'est quand même golden. Là, tu sais. Surtout s'il y a un traître dans la place puis qu'il se dit « nice ». C'est pas moi qui est dehors. Ça, c'est quand même... C'est pas pire. Mais c'est ça, bon, la mécanique de la Crossroad Card là, qui est super intéressante aussi. Jeu, et aussi, on va dire, un jeu de figurines en carton. Oui, Hein? ça c'est Puis un gros des points les gros plus positifs props, du c'est un jeu. des trucs que tu aimes beaucoup de Ouais. ce jeu, je sais. Petites figurines qui sont en carton, sur un socle tout simplement, mais qui donnent bien, quand même bien l'effet là, De 3D, nombre. le nombre, tout ça. Donc, qui est une façon aussi de produire un jeu un peu moins cher. Absolument. Au lieu d'avoir 1000 figurines en plastique, tu as des figurines en punchboard que tu mets sur un petit socle, puis ça fait quand même bien la job. Donc, ça, c'est le jeu Dead of Winter. Ouais, ben bon choix. Moi, il n'est pas dans mon top, là, malgré tout, mais bon, je suis pas On s'en tant un doutait. fan de ce jeu-là, mais il y a des bonnes choses, il y a beaucoup de bonnes idées. On parlait de Play That Game un peu plus tôt, qui était la compagnie qui a fait Summoner Wars, c'est la même compagnie qui fait ça. Je trouve qu'ils ont des bonnes idées. Après ça, est-ce que le jeu a vraiment livré ce que moi j'espérais de cette expérience-là? Plus ou moins, mais j'aime le concept. D'ailleurs, le concept des Crossroad Cards, c'est un concept là, qui a vraiment été valorisé, mais qu'on n'a pas vu
réutilisé vraiment dans d'autres jeux. Le Encore concept, non. c'est s'il y a une action précise qui se produit, mettons, tu as une carte dans ta main qui dit si ton voisin fait telle chose ou quelque chose comme ça, telle chose va se produire. Mais ça se peut que ton voisin fasse jamais telle chose. Donc, je trouvais que c'était quand même intéressant pour créer justement une espèce de scénario qui va toujours être différent. Exact, non. On attend toujours de voir cette réutilisation de cette mécanique dans d'autres jeux, mais non, j'ai pas de connaissance que ça a été réutilisé vraiment. Numéro 65 sur BGG en 65e position, on a le célèbre jeu 2 joueurs de Uwe Rosenberg, Patchwork. Donc, Patchwork, jeu de stratégie Il est abstrait, là, hein? justement, où on va créer une courte pointe. Hein. Donc, très cool, très bon jeu. Je pense qu'on en a déjà parlé un petit peu avec JF qui l'avait mis dans son top là, un peu plus haut. De mon côté, le numéro 65, on est encore une fois dans les ovnis du jeu. Et c'est le jeu Star Wars The Queen's Gambit. Star Wars The Queen's Gambit, c'est un jeu de Hasbro / Avalon Hill là, qui va nous permettre de revivre la finale de l'épisode 1 de Star Wars. Donc, on a Anakin là, qui est dans son vaisseau. On a la princesse Amidala qui est dans le château. On a les droïdes contre les Jar Jar qui se battent. Et on a Qui-Gon, Obi-Wan qui se bat contre Darth Maul. Donc, on va vivre tout ça sur des plateaux, mais le jeu est phénoménal. En fait, c'est un plateau en 3D qui est immense. Il doit avoir 200 figurines là-dessus. Mais tu sais, c'est pas des belles figurines comme on est habitué. C'est plus des genres de figurines en genre de plastique un peu mou. Là. Mais on s'en fout parce que le jeu est absolument épique. À chaque tour, il va falloir qu'on décide justement si on investit nos efforts, dans quel, en fait, plateau on investit nos efforts. Pour un jeu là, de Hasbro / Avalon Hill, c'est très impressionnant à quel point le jeu il est le fun, il est léger, mais il est extrêmement thématique. On ressent ça très bien. Moi, j'ai que des bons commentaires pour ce jeu-là. C'est sûr qu'il y a un peu d'hasard, il y a beaucoup de roulements de dés, mais on s'en fout un peu parce que tu revis un moment emblématique de l'histoire de Star Wars. Très thématique, là, c'est ça. Très, très, très thématique. C'est vraiment bien fait. D'ailleurs, il y a une version sortie par Hasbro là, en 2015 qui s'appelle Risk Star Wars Edition, qui n'a pas du tout rapport là, avec Risk et qui ressemble plutôt à Queen's Gambit, mais à un autre, pas nécessairement, c'est pas l'épisode 1, là, c'est un autre moment dans l'histoire. Là. Ah ouais, mais il est plus proche de Queen Gambit qu'un risque. Là. Oui, c'est ça. C'est exactement le même concept. On a plusieurs fronts différents. Puis dans le fond, on va jouer sur plusieurs plateaux à la fois. Il va y avoir le combat des vaisseaux spatiaux d'un côté. Il va y avoir les sables laser de l'autre. Donc, un peu le même concept. Mais Queen's Gambit, pour de vrai, c'est un jeu qui vaut à peu près 400$. Là, donc, très difficile à trouver. Je ne l'ai pas, mais je rêve de l'avoir. Et quand j'ai joué à ça, j'ai vraiment adoré parce que ça crée une expérience et nous, on avait joué à 4 parce que tu peux jouer comme en équipe 2 contre 2 Ouais. là, et c'était vraiment le fun, même si c'était pas du tout nécessaire, juste parce que nous, on était Darth Maul, puis Darth Maul, il était vraiment fort. Donc, j'ai adoré ça, Star Wars The Queen's Gambit. Alors, mon numéro 65, c'est le jeu Mémoire 44, sorti en Gros jeu de guerre! 2004 par Richard Borg. Et oui, gros jeu de guerre, confrontation, 2 joueurs, Deuxième Guerre mondiale, forcément, jeu avec plusieurs scénarios et foncièrement plusieurs maps différentes. Ce que j'aime du jeu, c'est que c'est quand même assez expéditif. C'est un jeu qui se joue en 45 minutes, 1 heure environ. Et c'est un jeu qui utilise une mécanique de carte là, un peu classique là, à la Twilight Struggle, si on veut, card-driven game, mais qui va nous permettre de faire des déplacements sur le plateau. Sur le plateau, dans le fond, devant nous, il y a 3 zones, la zone de gauche, de centre et de droite. Et nos cartes, souvent, vont nous indiquer une de ces 3 zones-là. Ils vont nous dire, OK, tu peux faire 3 déplacements dans la zone de gauche. Ou tu peux en faire un déplacement dans chacune des 3 zones. Donc, c'est avec ces cartes-là que tu vas donner tes ordres donc, à tes unités à se déplacer. Il reste un peu de roulement de dés pour les combats, mais il n'y a quand même pas trop de chance. Au bout du compte, les dés sont là aussi pour simuler les obstacles, parce que si tu es caché, ça va être plus dur de te toucher. Donc, les dés sont là pour simuler la difficulté des obstacles du terrain. Et beaucoup de scénarios, de maps différentes.
Ce que j'aime beaucoup, on a déjà vu une version géante là, qui reproduisait le débarquement de Normandie. Ouais, c'était quoi? C'était 8 joueurs contre 8 joueurs? Ben c'est, ouais. 9 joueurs contre 9 joueurs, je pense. Mais il y avait un commandant de chaque côté Ouais. qui avait pas de plateau, mais il y avait 8 plateaux de chaque côté, Fait que donc vraiment impressionnant. Là. C'est ça. Puis, dans le fond, le commandant, il donnait les cartes aux joueurs. Puis, fait que moi, j'étais sur un front devant un autre joueur. Puis là, ben, je disais à mon commandant, OK, j'ai besoin de cartes pour la droite ou la gauche, tout ça. Puis c'est le commandant qui recevait les cartes, qui devait les disperser à travers les différents joueurs. Là. Donc, c'est une version assez spéciale. Je n'ai jamais essayé ça, même si ça me tente. Mais ça reste que je trouve que c'est un bon système. C'est vraiment clean pour ceux qui aiment les jeux de C'est comme un confrontation wargame simple. Très simplifié, exact, mais qui a tous les déplacements tactiques, puis tout ce que puis différentes unités, puis différents terrains, qui a différents. Tu sais, ça reste qu'il est comme compliqué pour un jeu simple. C'est simple pour un jeu compliqué, mettons. Ouais, ok. C'est ça que je voulais dire. Puis, mais c'est ça. C'est un jeu que je joue quand même plusieurs fois en ligne, puis que j'aime beaucoup encore. C'est Mémoire 44. Numéro 64. Et en 64e position sur BGG, on retrouve un jeu que je ne connais pas du tout, en fait, et même que j'ai pratiquement jamais entendu parler. Il s'agit du jeu Mombasa. Ça a l'air d'un gros jeu euro bien dense et sec. Ben, c'est un jeu de l'auteur Alexander Fissner, je ne sais jamais comment prononcer son nom, qui a fait entre autres Broom Service ou Isle of Skye. OK, oui. Donc quand même un auteur assez connu. Et Great Western Trail, entre autres. Fait qu'on est plus dans ce niveau de jeu-là. Moi, je ne l'ai pas essayé, Mombasa, mais je l'ai vu quand même beaucoup. Très souvent sorti par les Eurogamers en général. Donc, Okay. j'ai l'impression qu'on est dans le style Great Western Trail. Ben, un gameplay complètement différent, mais au niveau du type de jeu, complexité, puis type de plaisir, on est dans ce genre-là. Great Western Trail qui fait encore parler de lui, là, malgré tout. Mais Mombasa, c'est un jeu que j'aimerais vraiment essayer, qui est haut sur ma liste, là, d'ailleurs. Mon numéro 64, il s'agit du jeu sorti en 2011, jeu de cartes de super-héros Sentinel of the Multiverse. Oh, wow. Shit, je l'ai même pas mis. On le sort de loin, celui-là. C'est un jeu qui, dans la communauté là, des joueurs de jeux de cartes, a fait beaucoup parler. La particularité de ce jeu-là, c'est que probablement c'est tous des super-héros inventés. Okay? C'est tout un univers unique qui a été créé pour le jeu. Bien entendu, c'est des super-héros qui vont ressembler à certains archétypes de super-héros qu'on connaît. Mais c'est tous des super-héros uniques et inventés, ainsi que les super-vilains. Et chaque personnage a son propre deck. Et je pense que dans la version, là, dans les versions étendues avec les extensions, il doit y avoir plus d'une trentaine de personnages. Et chacun a une façon très différente de jouer ses cartes, d'interagir avec l'environnement, d'interagir avec les ennemis. Jeu coopératif de super-héros dans lequel on va se battre contre et un ennemi qui a son propre deck et un environnement qui a aussi son propre deck. C'est un peu la particularité du jeu. À chaque partie, on va choisir un ennemi et un environnement. Fait que ça va un peu créer toujours quelque chose de différent parce que chaque environnement et ennemi interagissent. Et bien entendu, on a la panoplie de personnages qui ont toutes des synergies complètement différentes, plusieurs possibilités d'équipe. Très, très bon jeu de cartes, très diversifié, complexe aussi. Ça peut être maîtrisé. Il y a beaucoup de boss différents. Il y a plein de niveaux de difficulté. Il y a des environnements qui sont plus faciles, plus durs que d'autres. Il y a des personnages qui sont plus complexes à jouer que d'autres. Donc, vraiment, il y en a pour tous les goûts avec Sentinel of the Multiverse. Ouais, bon choix. Tu vois, il n'a pas fait partie de mon top Sentinel. Je pense principalement parce qu'il commence peut-être à être un petit peu vieux. Oui, OK. Au niveau de d'autres types de jeux. J'ai essayé d'y jouer récemment, puis on s'entend que c'était sur ordi, puis je trouvais ça un petit peu moins le fun que ce que j'avais en souvenir. Puis, mais c'est le fun encore, puis c'est vraiment intéressant. Ça reste que c'est pas un deck building. En fait, tu prends un héros, c'est le deck. C'est ça ton deck, puis si tu connais ton deck, tant mieux, parce que tu vas mieux pouvoir le jouer. prendre des meilleures décisions. Mais son vrai problème, c'est quand tu joues en vrai, il y a des ennemis qui sont tellement compliqués, tellement de bonus, de pouvoir que c'est dur alerte, pour c'est pas vraiment dur de tricher, keep track de tout. Alors que sur ordi, au moins, ben, tout est keep track, puis ça, tu n'as pas à te soucier de ça, fait que ça simplifie un petit peu le gameplay. Mais j'aime vraiment
c'est ça, tous les types de héros différents. C'est tellement intéressant. Puis comment ce ils qu'ils ont créé, pris là. les synergies des cartes, puis comment est-ce qu'ils ont pu créer des héros justement qui interagissent avec le même système, mais de façon tellement Complètement différente. différente, exact. Puis tu sais, vraiment, dans le jeu-là, quand je l'avais en vrai, je mettais, mettons, les héros, que ça, c'est plus des attaquants, les héros, que c'est plus des tanks, Oui. les héros, que c'est plus des special. Tu sais, un peu comme les Dota de ce monde, où tu sais, Ouais, où t'as tes les- classes de personnages, puis tu sais, t'es comme, il te faut au moins un tank, il te faut au moins un assassin, il te faut au moins un gars special qui te fait piger des cartes, puis qui Oui. donne de la synergie aux autres, tu sais. Fait que je les avais comme un peu classés, puis ça, c'est pas dans le jeu, mais à force de jouer et de connaître les personnages, je pouvais dire, OK, ben ça, c'est plus un assassin parce qu'il n'est pas très fort en défense, mais il a des grosses attaques, mais il va pas donner. Il travaille pour lui seul, alors que lui, ben, il fait tout le temps piger des cartes à tout le monde. Fait qu'il est fort pour le team. Exact. Puis lui, ben, il tank qui se met le dommage. Fait que tu prends lui pour ça. Fait que tu pouvais voir les différents types. Fait qu'il y a un très, très grand travail. Puis il y a plein d'extensions. Hein. Je pense que, si je me trompe pas, Sentinel a arrêté de produire depuis un an, peut-être des nouveaux OK, contenus. seulement. OK, je savais même pas. OK. Puis ça date là, quand même. Moi, là, c'est puis- 2011, fait que ça fait mais presque 10 ans. mais là. c'est ça, pour du monde qui ont embarqué dans le jeu et qui aiment, ben, il y a beaucoup de profondeur parce que des ennemis, des environnements puis Il y en des a eu héros, beaucoup, il y en là. a vraiment beaucoup. Puis même chaque héros, tu sais, dans le fond, je pense qu'au début, tu choisis ton héros, tu as un deck de cartes, mais le pouvoir du héros peut être différent. Tu peux Oui. avoir le même héros, mais avec un pouvoir différent. Fait qu'il y a Ok. comme plusieurs variétés du même héros que tu peux essayer qui va fonctionner avec le même deck de cartes. C'est juste son pouvoir Très est cool. quand même C'est vrai. assez important, donc qui fait vraiment une différence. Puis on crée des nouvelles sets de cartes spécifiques, juste avoir des nouvelles variations des héros qui existent déjà. Fait qu'il y a vraiment une grande variété. C'est un bon jeu. Ouais, c'est un bon jeu. Je pense que c'est ça. Il commence à dater un petit peu niveau visuel et tout, mais c'est mécaniquement assez solide. Là. Mon numéro 64, et c'est un jeu assez récent, un jeu assez explosif, et c'est le jeu Keyforge. Ouh, Keyforge. Absolument, qui se retrouve dans cette position. 64e position, j'aurais cru en début d'année, il aurait peut-être pu être placé un petit peu plus haut OK. sur la liste, mais je pense que c'est un trip que j'ai commencé à passer un petit peu. C'est vrai, je pense que c'est un bon jeu de cartes, c'est intéressant. Les synergies, les decks, découvrir les nouveaux decks, c'est vraiment cool. Belle mécanique de jeu. Aussi un jeu de confrontation où ton but, c'est pas de tuer l'autre, mais d'accumuler des clés. Ouais. Fait que c'est un petit twist qui fait une grosse différence pour moi. Mais c'est ça, exact. Il a perdu peut-être un peu de position là, depuis le début de l'année, vu que je vais pas nécessairement m'engager dans acheter d'autres decks ou continuer à découvrir tant que ça. Je vais y jouer encore de temps en temps, mais c'est un jeu que, comme à un certain point, je me rends compte qu'il y a juste trop de combos, trop de choses à faire. Il y a pas de limitation à un tour. Tu peux avoir 12 cartes Ouais. sur le Tu peux jeu avoir un comme tu tour peux en qui avoir dure- 0. Mm. Puis ça, c'est un peu trop chaotique pour moi. Puis quand il y a trop d'effets, c'est juste trop chaotique. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'il a perdu un peu de position, mais ça reste un très bon jeu de cartes puis qui est tout le temps excitant d'acheter un nouveau deck en plus. Oui, exact. Ben oui, mais je pense on va pouvoir en reparler de toute façon un peu plus loin Alright. du génie Richard Garfield. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler. Numéro 63. Et en 63e position de BGG, justement, on revient avec, on avait parlé un petit peu plus tôt, avec Dominion Intrigue, qui est la première grosse extension, en fait, de Dominion, qui rajoutait des cartes là, très emblématiques dans le jeu, des nouvelles synergies. Je crois d'ailleurs que moi, la seule version que j'ai jouée, c'était avec Intrigue. On a parlé, hein, le classique des deck building a donné naissance à tellement de jeux. Et Dominion, je pense que c'est aussi un jeu unique dans son développement. Je ne connais pas toute l'histoire, il faudrait que je relise là-dessus, ça fait un petit bout, mais il me semble que quand ce jeu-là a été amené à l'éditeur, il était complètement différent de ce qu'il était quand il est sorti de là. Donc je pense que l'auteur avait des très bonnes idées, mais l'éditeur a su comme extraire vraiment l'essence de l'idée et d'en créer un jeu là, qui est 10 ans plus tard toujours aussi emblématique. Là. Oui, absolument. Mon numéro 63,
Il s'agit du système de jeu Heroescape. Oh, shit. Heroescape, un méga jeu de shit, figurines-ish avec un plateau modulaire qu'on va assembler presque comme des Lego. Et la particularité aussi, c'est que tous les univers se mélangent. Donc, on va avoir autant Iron Man qui va se battre contre des dragons, un agent de la Matrice qui va se battre contre un archer elfique et des robots venant du passé steampunk qui vont se battre contre je sais pas qui. Donc, tous les univers se mélangent. C'est un jeu de figurines où on va avoir notre petite armée. Chaque personnage a ses caractéristiques, va avoir ses pouvoirs, ses combos, peut se déplacer d'un certain nombre de cases à son tour, blablabla. Très, très simple façon de résoudre les combats aussi. Hein. On a des dés qui ont juste 2 faces dessus. Ils font des combats, dans le fond, toucher ou défense. Donc, vraiment, ça rend les combats très, très faciles à résoudre. Jeu très personnalisable. En fait, plusieurs modes de jeu différents. Tu peux jouer Capture the Flag, tu peux jouer Deathmatch, tu peux jouer plein de scénarios différents. Tu peux créer toutes les cartes que tu veux parce que les maps, c'est un peu comme des Lego. On a joué des parties dans des chalets là, où on avait une map de Heroescape qui est restée là toute la fin de semaine sur une grosse planche de bois qu'on déplaçait quand on soupait parce qu'on ne voulait pas défaire notre map. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel avec ce jeu-là. Ouais, exact. Ben écoute, ça fait tellement longtemps que tu l'as pas sorti. Ça fait un bout. C'est quand même Donc, du sport sortir ça. Ben là. oui, c'est ça, exact. Parce que justement, tu peux pas juste dire OK, on joue une game d'Heroescape. Il faut que tu sois prêt à faire. Il me semble que même construire le plateau, c'est presque un jeu en soi. Là. Oui, ça peut durer facilement une soirée, juste de faire la carte, placer. Parce que c'est un plateau qui est en 3D, hein, donc il y a des élévations. C'est vraiment comme des genres de Lego qu'on va empiler, des Lego hexagonaux qu'on va empiler. Puis il y en a qui vont être plus hauts, il y en a qui vont être plus bas. Il va y avoir de l'eau, il va y avoir des montagnes, il va y avoir différents types de terrains qui vont affecter différentes unités. Donc, c'est ça, juste de créer l'environnement. Il y a aussi il y a un château, il y a une caverne, il y a une maison. Il y a comme des éléments de jeu qui sont rajoutés là-dessus. Donc, vraiment, c'est cool à checker là, en plus. Là. Ouais, il est beau. Il est beau avec les figurines aussi. Là. Ouais, beaucoup de. Si je ne me trompe pas, la base, il y a les PV du. Non, en fait, ça, c'est HeroClix. En fait, à un certain point, Heroescape, c'est discontinué ce jeu-là. Juste vous dire d'ailleurs là, qu'un des designers de Heroescape, c'est Rob Davio, là, qui est un peu l'inventeur des Legacy. Là, parce que c'est une série de jeux qui a été faite par Hasbro. Là. C'est un genre de collectible living card game, même si ce n'est pas des cartes. Là. Mais éventuellement, ils ont sorti une version où il y a comme une réimplémentation HeroClix. Ça s'appelait, et ça, c'est vraiment plus un collectible où tu achètes tes figurines au fur et à mesure et tu sais pas qu'est-ce que tu vas avoir. Tu achètes ça dans un paquet scellé. Mais c'est ça, Heroescape, maintenant, c'est très difficile à trouver. Des gens ont des kits comme moi, j'ai quelques kits différents. À un moment donné, il y avait des boîtes. Tu allais au Walmart, puis il y avait des boîtes de ça. Tu pouvais en acheter plein de tous les univers très variés et différents. Là. Nice. Alors, mon numéro 63, c'est le jeu, mon premier jeu de civilisation sur ma liste. C'est le jeu Through the Age, A New Story of Civilization. J'aurais cru que ça allait être mieux placé pour toi, ça. Ben, les autres, ils sont mieux placés. Dans le sens que Through the Age, c'est un gros jeu là, de civilisation. Là. C'est un Vlaada Chvátil, on s'entend. La particularité versus peut-être d'autres jeux de civilisation, c'est que c'est plutôt abstrait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de map. On est vraiment dans le cube pushing game. Okay. Il y a des tracks partout. Tu poses des cubes pour avancer ta track de ci, ta track de ça, ta track. Fait que c'est très, très abstrait. On va avoir des cartes qui vont représenter les bâtiments, des trucs qu'on va mettre dans notre civilisation pour grandir. Il y a notre population, il y a la gestion de la population aussi, des taxes, tout ça. Donc, un jeu très complet. Selon plusieurs, un des meilleurs jeux de civilisation. Pour moi, non, forcément, mais qui est quand même assez bon là, pour faire mon top 100. Peut-être qu'il n'est pas plus haut à cause de sa durée et de sa complexité. On est dans le jeu de 3 heures et plus avec quand même énormément de règles très complexes. Trop abstrait pour moi, peut-être. C'est aussi par rapport à d'autres jeux de civilisation où justement tu as une map, tu te déplaces puis tu vois le paysage se développer. Pour moi, ça, c'est un petit peu trop abstrait pour que
je m'associe vraiment au fait que ce Ok. soit un jeu de civilisation, même si on le sent puis la thématique est quand même là. Ça reste que pour moi, il y a peut-être ça qui fait en sorte qu'il n'est pas plus haut sur la liste. Mais c'est un jeu qui est vraiment solide. Je pense que la nouvelle mouture, donc New Story of Civilization, a remplacé la première version qui était brisée, certaines cartes brisées, Powerful, Ok. des trucs qui étaient un petit peu broken dans le premier, qui était quand même très bien classé malgré tout, mais là, le nouveau, c'est une réimplémentation un peu du même jeu, mais avec ces améliorations-là. Puis une des particularités qu'on ne voit pas nécessairement dans les autres jeux de civilisation, c'est que tu as un leader, mais ton leader, il va mourir à un moment donné. Oh, OK. Puis Dans le il va sens être que remplacé? t'as pas ou- un leader tout le temps. Oui, puis tu pourrais ne pas avoir de leader. OK, OK. Puis tu peux pas avoir plus qu'un leader à la fois. Puis, dans le fond, tu as les leaders parce que tu évolues dans le temps, forcément. Fait que tu as des leaders de début de partie, puis tu as des leaders de mid, puis de fin de partie. Donc, ça évolue. Fait que souvent, tu vas vouloir changer ton leader pour pouvoir évoluer. Fait que c'est pas comme les autres où tu incarnes un pays, puis c'est ce pays-là, puis tu as le même leader tout le long, là, comme on peut connaître avec Civilisation, Ouais, forcément. ouais. Donc, ça, c'est une autre petite différence là, qui fait. Tu sais, ton leader, ça pourrait être Einstein. Là, tu sais. OK, cool, cool. Fait qu'il donne un pouvoir. Là. Fait que, mais c'est un très bon jeu pour les heavy Eurogamers de ce monde qui aiment les jeux de civilisation. C'est un incontournable. Très cool, très cool. D'ailleurs, juste petite parenthèse, il est 3e sur BGG. Là. Ouais, c'est ça. Toutes catégories confondues, donc c'est quand même pas Ouais, n'importe c'est quel ça. jeu. Ben, il y aura, dans le fond, l'autre, la première édition était pas mal dans le top 5 aussi. Puis, tu vois, elle s'est faite complètement déclasser par la réédition. Là. Il est même pas. Je pense que même le premier n'est même plus dans le top 100 BGG. Là. Numéro 62. Du côté de BGG, on a justement un Vlada Vatil, mais qui n'est pas exactement dans le même genre. C'est Codename. Oui. Codename, ce petit jeu de mots qui a pris d'assaut tous les tables de jeux du monde depuis plusieurs années, en fait, maintenant. Codename se passe vraiment de toute introduction, jeu d'équipe, de mots très, très intelligent, très bien fait, superbe idée. En fait, de toute façon, je pense qu'on aura la chance d'en reparler un peu plus loin. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, qui est considéré comme dans les jeux de party comme le numéro 1, en fait. Donc, Ouais, hein? Codename est le jeu de party le mieux noté sur BGG. De mon côté, pour mon numéro 62, on va rester dans la même thématique des petits jeux un peu plus légers et il s'agit du jeu Looney Quest. Ouais. Looney Quest, qui est un jeu de dessin platformer, en fait, de plateforme, donc à la Mario Bros, un peu, où on va on va dessiner sur un acétate en essayant de suivre un trajet qui n'est pas en dessous de l'acétate. Et après, on va prendre l'acétate, on va la mettre par-dessus le dessin et on va espérer qu'on a, avec notre trait de crayon, ramassé les étoiles, éviter les ennemis, activer les portes, fait tout ce genre de choses-là. Il y a je sais pas, il y a peut-être 40, 50 tableaux différents, 50 stages différents qui ont chacun leur particularité. On a déjà joué comme une demi-campagne au complet en un après-midi. Là, puis moi, j'adore ce jeu-là. Je trouve que c'est une tellement bonne utilisation là, d'un crayon, de l'acétate, de la capacité d'observation des joueurs, de leur sens de l'orientation géospatiale. Et la thématique est juste trop bonne. Un platformer en jeu de table, il y en a pas Ouais, beaucoup. l'esthétique est très jeu vidéo, puis Ouais. ça rend bien le jeu. Ouais, très beau petit jeu. Un peu enfant, mais qui va marcher très bien avec des adultes. Oui, Sur exact. le Parce qu'il y a quand party même un une peu, certaine mais, part de complexité aussi oui. à un certain point où il faut que tu t'assures là, de comprendre vraiment comment ça fonctionne, puis d'aller activer telle porte, puis de faire telle chose. Donc, ouais, non, c'est vrai, c'est très Très cool. cool. Alors, mon numéro 62, un jeu qu'on a déjà vu un peu plus haut sur la liste BGG, et c'est le jeu Istanbul, sorti en 2014 de Rudiger Dorm. Donc, oui, c'est ça, un jeu qui s'était qualifié pour le Spiel cette même année. Un beau jeu. Moi, je l'aime beaucoup, je l'ai montré à l'occasion. C'est un jeu de stratégie, mais qui est simple, prise en main assez facile, parce que la mécanique est simple, ça va être plus de comprendre ce que les tuiles font comme action, parce qu'en réalité, le plateau, je pense, c'est 16 tuiles, puis chacune de ces 16 tuiles-là a une action différente. OK. Puis dans le fond, tu as ton équipe de marchands, fait que tu as des pions en rond là, que tu peux empiler. Puis tu passes sur une case et tu peux faire jusqu'à un maximum de 2 déplacements adjacents.
Fait que je peux pas aller je peux pas faire n'importe quelle action. Il faut faut que je me déplace à 2 cases alentour de où je suis. Et quand j'arrête sur une case, je laisse un de mes marchands sur la case et je fais l'action de la case. L'action de la case, ça peut être dépenser de l'argent pour gagner un joyau ou récupérer des ressources ou agrandir ton carrosse pour avoir plus de ressources. Ainsi de suite. Et c'est ça. Puis sinon, dans le fond, au fur et à mesure, tu vas laisser tes marchands-là. Si tu n'as plus de marchands, parce que tu as comme ton pion central qui est ton principal, qui est celui sur le haut de ta pile, si tu n'as plus de marchands en dessous de ton pion, ben, tu es obligé de retourner à un endroit où il y a un de tes marchands. Pour aller le rechercher. Ouais, fait que si tu arrives sur une case où il y a un de tes marchands, au lieu de laisser tomber un de tes marchands, tu reprends un de tes marchands et tu fais quand même l'action de la case. Fait qu'il y a tout un système de OK, je vais jouer là, puis dans comme 3 tours, je vais revenir le chercher pour réactiver cette action-là pour pouvoir faire des points et tout ça. Donc, très clean, vraiment, vraiment intéressant comme jeu de stratégie euro. Moi, je l'aime beaucoup. Ça, c'est Istanbul. Oh, et on est déjà au dernier jeu de cet épisode, le numéro 61 de notre top 100. On vous l'a dit au début, ça va être dense. 300 jeux, 10 épisodes. C'est que des gens qui parlent de jeux, en fait. Sortez votre cahier de notes, on fait juste nommer plein de jeux. Et le prochain qu'on va nommer, en fait, on ne pourra pas beaucoup en parler parce que je pense qu'aucun de nous deux avons joué à cela. C'est le 61e sur BGG. Il s'agit de Clank. Clank, qui est un jeu qui a beaucoup fait parler de lui, un deck building qui est considéré par plusieurs comme un des meilleurs deck building, en fait. Là. J'ai joué, c'est intéressant. Okay. Oui, il n'est pas dans mon top, honnêtement. C'est pas un jeu que j'ai joué beaucoup. C'est intéressant comme deck building. Il y a une twist du fait que on rentre dans un genre de donjon, puis ton but, c'est de récupérer les trésors. Mais à un certain point, quelqu'un sort du donjon, et tout le monde doit sortir avant un certain nombre de tours. OK, ouais, ça, c'est quand même intéressant. Fait que oui, tu peux aller plus deep, sauf que si quelqu'un sort trop vite, ça se peut que tu puisses pas revenir en haut. OK. Puis il y a toute une question, ça s'appelle Clank parce que tu te promènes dans un donjon où il y a un gros monstre. Puis tu as des cartes que tu vas jouer qui vont peut-être être meilleures que d'autres cartes, mais qui font du bruit. Ah. Puis là, tu mets des cubes dans un sac. À chaque fois que tu fais du bruit, tu mets des cubes dans un sac. Puis là, quand la bête se réveille, tu piges les cubes dans un sac. Okay. Puis dans le fond, plus tu as fait de bruit, plus tu as des chances d'être pigé. C'est-tu ton propre sac à toi ou c'est Non, le sac? c'est un commun. OK. Fait que c'est tous les joueurs qui font du bruit mettent leur cube dans un sac. Puis là, quand la bête se réveille, tu vas piger des cubes du sac. Puis évidemment, ça te donne des malus si tes cubes sont pigés. Donc, il y a plein de trucs super intéressants. Ils ont fait un Clank in Space aussi. Je pense de ce qu'on m'a dit, qui était un petit peu plus poussé, un petit peu plus intéressant au niveau mécanique. Mais oui, un gros buzz sur Clank pour les gens. Peut-être pas, moi, je suis pas nécessairement le fan numéro 1 des deck building en général. Fait que ça m'a pas plus que ça touché, mais je peux comprendre pourquoi les gens l'aiment. Il est bien fait. Il est bien fait. C'est un bon jeu assez clean. Très cool. Et de mon côté, le numéro 61, qui est un jeu pour moi qui est en montée dans mon palmarès en ce moment, là, qui pourrait continuer de monter. Parce que j'ai encore envie là, de l'essayer puis de l'explorer un peu plus. J'ai l'impression que je n'ai pas encore atteint là, l'apogée de ce jeu-là pour moi. Ouais, c'est le jeu Shadows Amsterdam. Nice. Shadows, Amsterdam. Je ne sais pas si éventuellement on va faire Shadows, une autre ville comme Montréal. Ça serait très cool parce qu'en plus, comme le jeu se passe à Amsterdam, il y a plein d'images qui sont relatives à la ville. En gros, Shadows Amsterdam, c'est quoi? C'est un Dixit / codename image en équipe, équipe contre équipe, dans lequel la différence, c'est qu'au lieu de juste faire deviner l'image, les images forment une carte de la ville et on doit déplacer notre personnage pour aller sur certains points. Donc, on a comme un codename, une espèce de carte avec les points où il faut aller. Et le joueur qui doit faire deviner les images à l'autre joueur lui donne des indices et l'autre doit se déplacer sur la carte dans le but d'aller chercher des indices. On a des espèces d'agents secrets qui se déplacent dans la ville puis qui doivent aller chercher des indices et tout ça. Et la particularité, c'est que c'est en temps réel. Donc, jouer une partie de Shadows, c'est très rapide, contrairement à ces jeux-là, des fois où ça peut être un peu long avant que les gens donnent les réponses. Codename, on le sait, des fois, c'est un peu long.
Avec ça, c'est en temps réel, donc ça va très vite. Une partie dure en moyenne 15 minutes. Ah, puis c'est une course entre deux équipes, fait que forcément, tu veux Tu veux aller vite. dépêcher. T'as pas le Fait choix que, d'aller tu sais, vite. dans le là. même si c'est ton partout, fait que tu peux prendre 15 minutes avant de trouver tes indices, tu peux le prendre. Là. Mais dans ça, si tu prends 15 minutes, c'est parce que ton team avance pas, puis il fait Non. juste attendre que tu te donnes Ouais, des et indices. puis là, les gens qui attendent les indices sont comme allez, donne-moi n'importe quoi, on va avancer de 1. Donc, puis encore une fois, c'est un jeu vraiment magnifique. Les dessins sont beaux, les cartes sont, c'est intéressant, c'est des belles couleurs, le matériel est facile d'utilisation. Très, très cool dans le genre. Là, on est vraiment. Ça touche à point. Là, c'est temps réel, jeu de déduction avec des belles images. Tout est là, pour que ça continue de monter. Rien de révolutionnaire, mais en même temps, prends ce qui existe de bien puis le pousse un petit peu plus loin. Ben, on parlait d'innovation tantôt. Eux, ils ont pris justement des concepts qui existaient, ils les ont raffinés, ils les ont mis dans une forme qui n'avait pas été exploitée encore. Qui fait que le jeu... Puis c'est pas un jeu si simple malgré tout. Comme c'est pas là, le jeu de party le plus simple du monde. Ça demande une certaine concentration. Il y a quelques petites règles là, qui doivent être observées. Donc, c'est pas comme le pur party game là, où c'est un peu chaotique. Il y a quand même une certaine stratégie et développement qui s'opère. Ouais, bon choix. Tu vois, il ne fait pas partie de mon top. Probablement parce que je l'ai pas assez joué. Mais en effet, ça serait un qui pourrait se retrouver dedans si j'avais l'occasion d'y jouer un petit peu plus. Alors, mon dernier jeu de la liste. Ouh! Ouais. Dans les jeux massifs, pas un petit jeu, mais un jeu un peu... un jeu de 2012, je pense pas que beaucoup de gens connaissent. Quand même un peu obscur malgré tout. Un peu obscur malgré tout, qui est tombé dans l'ombre rapidement. Ouais. Un jeu qui a pris plus de 10 ans à développer, je crois. Ouais, et qui est sorti en 2012, fait que tu peux imaginer. Archipelago. Wow! Superbe jeu d'exploration, de gestion de ressources, de placement d'ouvriers, forcément, où on est donc en train de coloniser des nouvelles terres et on va devoir collaborer avec les indigènes présents dans le but de d'amener les ressources nécessaires aux différents villages et tout ça. C'est vraiment un jeu qui va le plateau va se construire à force de l'explorer. Donc, on a des grosses tuiles hexagonales avec soit de l'eau, soit de la terre, soit un mix des deux, et des ressources dessus. Et on va donc explorer le plateau, donc créer une map vraiment unique à chaque partie. Mon but, ça va être d'accumuler des points, faire des objectifs. Et il y a une des twists assez particulières, c'est que c'est un semi-coop. En soi, parce que, dans le fond, on pourrait tous perdre ensemble. À un certain point, s'il y a trop de révoltes sur l'île, on va tous perdre ensemble. Sauf qu'il y a peut-être un de nous qui a la carte et son objectif secret, c'est qu'on perde. Ouais. Et donc, tu pourrais avoir quand même un gagnant, même si on perd tous. Mais tu pourrais te retrouver où personne n'a cette carte-là, puis on a juste perdu parce qu'on a tous été trop greedy, puis on n'a pas voulu cotiser au bonheur général de tout le monde. Et à cause de ça, les indigènes se sont révoltés et on a tous perdu. Ça a déjà arrivé, tu fais une partie de 3 heures vraiment intense et finalement, c'est fini qu'il n'y a aucun gagnant parce qu'on a juste été trop greedy puis personne n'a voulu trop mettre la main à la pâte à la communauté et ça a fait qu'on a tous perdu la partie. C'est quand même particulier, pas beaucoup de jeux dans ce style-là, je dirais. Mais magnifique jeu, c'est un jeu que j'aime beaucoup, même si on n'a pas souvent la chance d'y jouer. J'imagine qu'on va le retrouver sur ton top un petit peu plus haut. J'imagine qu'on va le retrouver, oui, absolument. La seule chose que je dirais là, sur Archipelago, avant qu'on en reparle plus tard, et je dirais même pas mal plus tard, c'est qu'on parlait de système de cartographie, de génération de cartes avec Expedition Northwest Passage. Ouais. Je disais dans le top 5 des systèmes de cartographie. Pour moi, Archipelago rentre... Top 1. Je ne sais pas s'il est le top 1, mais il est dans ce même top 5 là, de génération de cartographie où tu vas créer une map qui est absolument unique et qui feel organique. Qui a vraiment comme une certaine... qui a sa propre destinée. Là. On dirait vraiment que c'est une vraie carte. Pas juste, tu sens pas que c'est juste des tuiles qui sont une à côté de l'autre. Tu sens vraiment que l'environnement a été créé et est très unique. Mais oui, on aura la chance de revenir là-dessus un peu plus tard, j'imagine. JF, on est là déjà, fin de l'épisode 4.
C'est cool. Dans la boîte. Merci beaucoup à tout le monde pour votre écoute active. N'oubliez pas, partagez, commentez, partagez ça sur Facebook. Cette saison-ci, c'est une espèce d'anthologie. Là, on fait juste parler de jeux. Écoutez ça pour vous détendre, écoutez ça pour vous endormir, écoutez ça dans le métro, partagez-le quand vous voulez, ça nous fait vraiment plaisir. Merci à jeux.ca qui est notre distributeur. Merci au Phil Studio qui nous prête du matériel pour qu'on puisse enregistrer ce podcast. Et surtout, merci beaucoup à GF qu'on se claque ça. Une saison. Une journée. C'est tout.